vous accueillir en tant que président du Club Franco-Risque à ce nouveau webinaire, dit webinaire des partenaires, puisque notre webinaire aujourd'hui s'inscrit donc dans cette série des webinaires partenaires que nous avons déjà démarré depuis quelques temps, depuis l'année dernière. Cette fois-ci, donc, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe de choc avec les représentants du groupe Stellian qui vont vous faire une présentation tout à fait étonnante sur la thématique de la gestion de crise. Le précédent webinaire, c'était justement sur les risques catastrophiques et la prévention. Donc, vous voyez, nous sommes toujours sur les thèmes forts de la gestion des risques, du risk management, prévention, gestion des crises. Ce sont quand même les thèmes porteurs et qui préoccupent les risk managers. Ce webinaire s'inscrit tout à fait dans les objectifs scientifiques du Club Franco-Risque, puisque nous voulons développer effectivement ce côté scientifique. C'est ce que nous avons conclu d'ailleurs au cours du dernier séminaire interne que nous avons eu la semaine dernière, le 19 octobre dernier, pour être précis, où nous avons mis en avant cet aspect scientifique qui nous paraissait important. Nous avons mis en avant d'ailleurs au cours de ce séminaire interne plusieurs points, notamment le fait que nous allions renforcer encore notre activité sur nos trois axes de développement forts qui sont, donc, comme vous le savez, l'appui, la formation et le conseil. Nous avons fixé d'ailleurs, nous avons arrêté ou nommé plus exactement des référents pour chacune de ces activités. Et nous avons également nommé d'autres référents pour notamment chercher à travers toute cette activité à développer une communauté des risk managers, communauté de risk managers qui sont aussi bien à travers les associations qui ont été créées et pour lesquelles nous avons apporté notre appui, mais également des risk managers qui ne sont pas encore dans des associations parce qu'elles n'existent pas dans leur pays, mais qui sont dans toute cette zone francophone. Donc c'est pour pour toutes ces personnes-là et pour vous en particulier que nous dédions ce webinaire. Et donc sans plus attendre, je vais pas plus long que cela, mais je vais donner donc tout de suite la parole à nos intervenants pour qu'ils vous présentent ce séminaire tout à fait intéressant et particulier. Très bon séminaire et bonne journée. Merci beaucoup Gilbert. Donc pour ce webinaire sur la gestion de crise, risque industriel, nous avons le plaisir d'accueillir les spécialistes du secteur et du groupe Stellian et Stellian Expertise. Donc nous aurons aujourd'hui Béatrice Grandury, directrice internationale, Pierre Alessone, président et membre du COMEX, Bruno Ducassou, directeur Dommage Corporate, et Nicolas Maillet, directeur Afrique. Je vais vous laisser vous présenter. Bienvenue à vous. Oui, merci Viviane. Donc Béatrice Grandury, dans l'expertise internationale depuis 18 ans et puis une quinzaine d'années avant dans l'industrie. Et donc j'interviens sur les sinistres internationaux, notamment en Afrique. Bonjour à toutes et à tous, cher président, Pierre Alesson, je ne suis pas président mais que directeur général et membre du COMEX. Et au nom du COMEX de Ceylan, je tenais particulièrement à saluer nos donneurs d'ordre. Donc j'ai vu qu'il y avait Rémi qui était là, également chez les assureurs Véronique, Patricia, Bérénice, les courtiers, les experts et enfin nos petits camarades concurrents et qui sont aussi partenaires. Didier, Christophe chez Belfort et Laurent chez Polygon. J'ai bien dit à la fois concurrent et partenaire. Voici pour les présentations. Bruno. Pierre, oui, Bruno Ducassou, donc je suis directeur Dommage Corporate, expert depuis maintenant 32 ans en spécialité matérielle. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie tout le monde. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Je vous remercie d'être présent à ce webinaire. Je suis Nicolas Maillet, le directeur Afrique pour le groupe Stellian. Depuis maintenant 5 ans, et avant cela, j'ai passé 20 ans dans l'industrie en Afrique, qui m'a apporté une solide vision du terrain. Voilà. Merci également à Franco Risque pour ce chaleureux accueil. Avec plaisir.
Donc, en introduction, bien le groupe Stellian, comme chacun le sait, a été créé sous l'étiquette Texa en 1987 autour de cabinets qui sont spécialisés dans le risque d'entreprise. Et fort de son expérience et de son canal historique, Stellian maintenant oriente depuis une dizaine d'années sa stratégie sur la gestion globale d'un sinistre qui intègre notamment aujourd'hui la prévention et l'ingénierie, ce qui concerne aussi la mise en relation client et le sauvetage et l'ingénierie de réparation. La force du groupe Stellian est d'intervenir dans le monde entier avec son partenaire Profort pour accompagner les groupes français. Et ces interventions se réalisent notamment en nombre sur le continent africain. Donc, Nicolas. Alors, comme je vous l'expliquais juste avant, nous avons créé le projet Stellian Afrique il y a maintenant 5 ans. Nous intervenons sur le continent depuis de très nombreuses années, mais nous intervenions depuis la France. Et il y a 5 ans, nous avons mis en place une stratégie pour co-construire un réseau africain. Quand je dis co-construire, on s'est servi du transfert de savoir-faire du groupe Stellian à travers nos partenaires, mais nous avons cherché à faire un transfert dans le double sens, c'est-à-dire se servir de l'expérience locale de nos partenaires pour également nous permettre d'être beaucoup plus performants sur nos interventions en Afrique. Aujourd'hui, en 5 ans, nous avons réussi à créer 5 hubs. Alors, ce que nous appelons hub, aujourd'hui, c'est un bureau avec des experts agréés localement, avec des ingénieurs. Donc, aujourd'hui, on est sur ces 9 hubs. Cela représente 40 experts agréés. Alors, on voit pas mal de petits points sur la carte. Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés à l'ensemble des pays, on est sur des pays qui sont d'accès assez simple, comme le Maroc, par exemple, qui a un accès assez simple, mais sur ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes aussi maintenant, surtout, dans des pays qui sont beaucoup plus compliqués, puisque nous avons ouvert un hub au Burkina Faso, un hub en Centrafrique, qui nous permettent d'intervenir en moins de 24 heures dans des zones ultra compliquées. Nous sommes également sur le Bénin, sur le Cameroun, sur le Gabon. Et chaque année, nous essayons d'ouvrir 2 hubs supplémentaires. L'outil qui a été créé, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est très opérationnel, c'est un outil qui permettait de répondre à un besoin qui était important, c'était nous permettre d'intervenir en moins de 24 heures sur un site sinistré. Quand nous avons commencé le projet il y a 5 ans, l'objectif était de répondre à une problématique d'intervention après sinistre, le métier de base de TGS. Mais pendant ces 5 années, nous avons fait évoluer notre process et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des problématiques un peu différentes. Et aujourd'hui, nous développons tous les aspects du groupe Stellian, toutes les spécificités du groupe Stellian à travers nos partenaires comme InQuest. Et aujourd'hui, nous sommes sur la recherche de causes et circonstances incendie pour laquelle il y a une énorme demande en Afrique, et également les expertises préalables, voilà, qu'on développera ultérieurement. Nous sommes également, alors comme nous sommes très présents en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, du moins les pays d'Afrique francophone, nous avons également un partenaire qui est suivi par Béatrice, qui est le partenaire Crawford, qui nous permet d'intervenir ailleurs. Je te laisse compléter, Béatrice. Oui, tout à fait. Donc, depuis plus de 13 ans maintenant, on travaille avec notre partenaire Crawford & Company, donc qui sont, eux, implantés donc, notamment en Afrique du Sud et en Égypte, et qui sont d'une manière générale mal implantés en zone francophone. Et là, vraiment, ils font appel à nous. Et par contre, qui sont plutôt bien implantés dans l'Afrique anglophone. Et donc, même s'ils n'ont pas des bureaux sur cette partie est de l'Afrique, ils ont des partenaires avec qui ils sont habitués à travailler. Nicolas, je voulais peut-être aussi préciser que tu puisses préciser le fait que, je veux dire, les équipes les équipes locales au cours des 5 ans, elles ont aussi grimpé en compétences. Hein. C'est peut-être aussi quelque chose d'important à dire, à la fois expertale et gestion de crise, on en parlera après. Tu as tout à fait raison, Béatrice. C'est un point qui est important. C'est pour ça que je parlais de transfert de savoir-faire au départ qui était dans un sens, c'est-à-dire effectivement apporter toute l'expérience et surtout les domaines d'intervention. Là, sur le slide,
on voit les domaines d'intervention du groupe Stellian, on se rendait compte que localement, nous avions de très bons experts et très bons partenaires, mais qui ne couvraient pas l'ensemble des domaines d'intervention. Et nous les avons fait adhérer à notre mode de gestion des dossiers en groupe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons un dossier, nous traitons avec notre bureau local, avec l'expert d'une compétence extrême, mais qui est également tout le temps assisté d'un spécialiste du groupe Stellian qui va l'accompagner dans le traitement de ces dossiers. Et c'est effectivement un transfert de savoir-faire à double sens parce que eux nous font remonter une expérience terrain que nous n'avons pas forcément, et nous leur apportons une expérience spécialité qu'ils n'ont pas forcément parce qu'ils ne traitent pas la même, dans leur pays ou dans leur région, ils ne traitent pas la même quantité de dossiers. Donc aujourd'hui, cet aspect formation, comme Béatrice en parlait, est un point qui est très très important puisque c'est de la formation continue et que nous accompagnons, nous les accompagnons au jour le jour, et surtout, nous leur permettons d'embaucher de jeunes ingénieurs qui sont formés aux normes Stellian. Mhm. Est-ce que ça répond, est-ce que ça complète ton, est-ce Tout que à ça fait, complète c'était quelque la chose que je présentation? Voilà. pensais qu'il fallait, dont il fallait parler. Mais Voilà. mais tout à fait, mais tout à fait. Euh, Voilà, je pense que sur la partie Stellian Afrique, C'est ça. On voit que le groupe Stellian est historiquement présent sur le marché de l'expertise. Est-ce que tu peux, Nicolas ou Pierre, nous donner plus de détails sur la partie gestion de crise? Alors, chère Viviane, je vais rentrer dans le vif du sujet. Là, nous allons vous présenter des retours d'expérience de situations de gestion de crise et on est dans l'opérationnel, d'accord? On n'est pas dans la communication ou dans les PCA et d'expliquer qu'est-ce qui va arriver. Non, on va traiter des sujets, des cas concrets qu'on a réalisés ensemble avec les deux branches du groupe Célian, à la fois l'expertise et la branche ingénierie, et également un dossier où il n'y avait pas expertise, pour montrer également notre neutralité et surtout notre position en tant que leader en France et sans prétention en Europe. Dans le monde, ça sera peut-être dans 15 ou 20 ans, mais en tout cas, on a vocation à aller beaucoup plus loin en restant toujours humble. Parce que la gestion de crise, qu'est-ce que c'est? Avant tout, il faut avoir beaucoup d'humilité. Celui qui prétend à avoir la connaissance de tout, c'est impossible. Il n'y a aucun partenaire en France ou en Europe ou dans le monde qui est capable de gérer de front plusieurs crises. Donc, tenter de résoudre, déjà si on se pose la question, essayons de résoudre de gros problèmes en zone fortement dégradée, avec une contrainte qui est primordiale, c'est l'urgence impérieuse. Dans un contexte où on doit, on le verra après, hein, protéger les femmes et les hommes avant tout, hein, les biens, et puis tout le déroulé de la gestion de crise. Donc, qu'est-ce que NTS aujourd'hui dans le groupe Célian? C'est de l'ingénierie spécialisée en gestion de crise opérationnelle, avec différents départements qui vont depuis le confortement, la décontamination, le désamiantage, la dépollution, démolition et jusqu'à la réhabilitation. Alors en France, Viviane, c'est facile. C'est assez facile, même sur du fort enjeu, parce que on a ce réseau de partenaires, on a nos compétences dans le groupe, et aussi, je tiens à le souligner, des partenaires qui font la force d'une gestion de crise. Mais quand on vient commencer à tricoter en Europe, en Afrique et dans le monde, c'est différent. Parce que la notion d'urgence, eh ben, comment on répond à la notion d'urgence quand il faut être projeté loin? Donc, d'où l'intérêt d'avoir un réseau et un hub qui est déployé, comme on l'a dit par Nicolas, et qui est en construction aujourd'hui en Afrique, pour intervenir tout de suite en 24 heures. Voilà. La suite, next, s'il vous plaît. Bruno, c'est à toi. Bien, mais écoute, je vais un petit peu paraphraser ce que tu vas dire, ce que tu viens de dire, puisque effectivement, lorsque nous avons un sinistre d'ampleur, eh bien, la première des actions à réaliser, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Tout à fait. Alors, si je peux juste intervenir 30 Oui, secondes. dis-moi. Et on l'a vu, à nous quatre, on a calculé tout à l'heure, on a 100 ans d'expérience cumulée, hein. Donc, C'est énorme. vous avez quelque part un quatuor d'un quatuor de tête. Ce qui a vraiment changé en l'espace de 20 ans, de 20 à 25 ans, c'est qu'avant, quand on était sur le front, tous ensemble, la priorité des priorités, c'était pour un assureur, hein, et je ne vais pas leur cracher dessus, bien au contraire, mais
c'était la protection des biens. C'est comment on redémarre un process industriel, comment on redémarre un ouvrage d'art, pour ne pas le citer, le tunnel du Mont Blanc ou le tunnel du Fréjus. Et puis, en seconde ligne, il y avait la protection des personnes. Aujourd'hui, ça a complètement changé. La priorité absolue, c'est protéger les femmes et les hommes, qu'ils soient exploitants, que ce soit des civils qui soient en proximité immédiate, ou que ce soit les entreprises qui vont réparer et sauver le système. C'est bon pour moi. Ok, mais écoute, donc lorsqu'on a pris l'ensemble de ces mesures, eh bien viennent ensuite tout ce qui concerne les mesures pour sauvegarder, notamment les preuves, puisque il ne faut pas oublier qu'on a des recours potentiels à exercer sur quelques dossiers, et l'ensemble de nos partenaires, y compris EMTS, sont tous sensibilisés à cette problématique. Viennent ensuite les panels de solutions que l'on peut offrir à mettre en place permettant de maîtriser les coûts de réparation et de fait, évidemment, de minimiser l'impact de la perte d'exploitation. Et le tout, mais dans un seul but, c'est la pérennité de l'assuré et surtout de préserver son image de marque. Alors, Viviane ou Annabelle, est-ce qu'on peut revenir juste 2 slides en avant? J'aime bien voilà, modifier un peu le... Voilà, tac, encore, encore. Voilà, là. Quelques illustrations. Là, vous avez 1, 2, 3, 4 images des situations de gestion de crise opérationnelle. Sur ces 4 exemples de photos, on va être projeté au Liban, sur la tempête Alex à 1800 mètres d'altitude et scanner un ouvrage pour un opérateur d'importance vitale, un OIV. À gauche, vous voyez projection Super Puma sur un site à presque 2000 mètres d'altitude. Et à droite, une gestion de crise sanitaire pour un bâtiment gris composé de 2000 PAX qui avait été touché par le SARS-CoV-2. Voilà. Et c'est pour vous montrer l'étendue et le panel d'intervention du groupe Celian et notamment de sa filiale EMTS. Cette capacité à répondre à n'importe quel type de gestion de crise opérationnelle. Revenons à notre planche. Là. Alors, comment opérer sur une gestion de crise? Elle se fait en 3 temps. Notre force aujourd'hui, c'est la prise d'appel avec un POC, hein, donc on appelle ça un POC, donc c'est quelqu'un qui prend, qui a le point de fixation à l'entrée et qui va être derrière le chef de projet et qui va constituer une task force pour intervenir avec l'assuré et le donneur d'ordre dans les premiers 24 heures. Et vraiment ce qu'on doit travailler, et on l'a vu à chaque fois, c'est qu'en fait c'est un collectif, c'est une équipe pluridisciplinaire où on va voir forcément l'assuré, hein, qui va être assisté de son courtier et de son expert d'assuré. Donc ça, c'est le premier groupe de people. Puis derrière, on va voir l'assureur. Deuxième groupe, les experts. Et enfin, l'ingénierie de crise avec MTS. Et ces 4 groupes de people, s'ils se connaissent au départ, s'ils ont une confiance mutuelle et respective, mais le collectif va être extraordinaire. Et c'est là où on va gagner énormément de temps sur la prise de décision, sur la première des opérations qui est l'analyse de la situation. En fait, c'est tout ce qu'on va, ça se déroule en 3 temps. Donc, c'est la première, c'est reconnaissance et analyse de la situation avec des diagnostics. En fait, c'est réaliser une cartographie, une photographie de l'instant T. Notre T0, c'est la situation fortement dégradée post-sinistre. Ça, c'est notre T0. Et donc, le premier temps, c'est analyse de la situation. Le deuxième temps, c'est à comprendre l'expression de besoin de l'exploitant, de son process de démarrage. De quoi a-t-il besoin pour redémarrer avec 3 modes? Un mode qui est le mode très dégradé, le mode dégradé et puis le retour à la normale. Et c'est là où l'équipe et le collectif vont intervenir. Parce que si un opérateur de gestion de crise n'a pas compris l'expression de besoin de son assuré, de son donneur d'ordre, eh ben, il va traiter la crise de manière froide dans sa dimension, mais il va pas intégrer l'expression de besoin de l'exploitant. Donc, j'analyse la situation, 2, compréhension de l'expression de besoin et
co-construction de la stratégie de redémarrage. Donc là, on est vraiment dans l'ingénierie pure. C'est-à-dire que en fait, c'est le MAP. C'est la MAP, c'est toute l'organisation, le plan qui va permettre le redémarrage du site avec ces 3 temps, 3 modes. Et puis enfin, le troisième temps, c'est la projection, l'organisation, la conduite opérationnelle de tous les travaux de mise en sécurité, de confortement, de décontamination, et on va dérouler derrière, hein, pour être conforme à la stratégie et au plan de la stratégie de redémarrage. Et enfin, ce qui est important, c'est ce quatrième temps que je n'ai pas cité, c'est tout ce suivi et cette amélioration continue de rétexte, donc de retour d'expérience, avec les donneurs d'ordre, et pas que les donneurs d'ordre, hein, avec tous les protagonistes dont je vous ai précité, pour justement s'enrichir et ouvrir très large ces retours d'expérience pour s'améliorer et monter en gamme. Par quoi? Par l'anticipation. Next, s'il vous plaît. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que à chaque fois, c'est une remise en question. Et justement, c'est quand on tente de résoudre une gestion de crise, à partir du moment où on se pose la question de tenter, c'est qu'il y a du doute. Et le doute, c'est du doute positif qui va nous remettre en question. Et malgré on est tous les quatre, on commence à avoir des cheveux blancs, hein, excuse-moi Béatrice, Oui, mais moi moins que vous, malgré mon âge, tu en mais as moins que nous, ouais, mais Je me sens je crois qu'on devient bon, c'est comme ça, on devient bon par l'âge, hein, même si on a expérience. et l'expérience, voilà, c'est l'expérience qui nous permet d'avoir des réflexes, en tout cas une analyse plus rapide, mais ce qui n'empêche pas à chaque fois de repartir d'une page blanche. Parce que si on part pas, si on fait pas ce travail de partir d'une page blanche en disant l'analyse des risques, d'accord, qui sont spécifiques, l'analyse des risques et les contraintes de l'exploitant, on n'a rien compris à la gestion de crise. Mm. Et puis la gestion de crise, c'est tout ça, mais en plus avec 3 grenades, d'accord, ça explose et on est sous pression, donc ça change le comportement des femmes et des hommes qui sont en situation de mode fortement dégradé. Donc, ce qu'on va apporter, donc, c'est toutes les mesures conservatoires d'urgence. Donc, j'ai ouvert tout à l'heure, c'est-à-dire tous les diagnostics, faire cette cartographie et photographie, à la fois sur les premières interventions qui vont être de sécuriser le site. Derrière, si on sécurise, donc c'est toujours pour la protection des personnes. On va stabiliser aussi tout ce qui est structure, s'il y a un risque d'effondrement. Derrière, ça va être le monitoring de la corrosion et qu'est-ce qui a été susceptible d'impacter le process et l'ouvrage, à la fois l'ouvrage sur les pathologies du béton, sur le process, si on est déçu ou si on a eu un incendie, ou pardon, avec la projection, l'émanation de gaz, on va avoir des avaries sur des équipements sensibles. Pareil en inondation, hein, puisque derrière, s'il y en a beaucoup d'hygrométrie, on va avoir un risque de défaillance d'équipements sensibles. Puis derrière, l'évaluation des risques sanitaires. Hein. Dans quel environnement les utilisateurs du site sont-ils exposés? Les civils aux alentours sont exposés. Donc, il nous arrive souvent de faire un mapping en France sur la retombée des suies et des fumées tout autour et vis-à-vis de la protection des civils. Et enfin, dans ce même registre, c'est l'évaluation sanitaire et l'impact, les impacts environnementaux. Est-ce que il y a des produits chimiques qui se sont déversés dans les sols, dans la nappe et dans les airs. Et puis derrière, c'est toutes les actions curatives pour traiter ces risques, que ça soit du renforcement, par de l'étaiement spécifique, du confortement, de la décontamination, de la dépollution. Et à ce titre, on a été projeté comme ça, on a projeté nos unités de traitement d'eau à l'île de la Réunion pendant presque un an pour traiter un site qui avait été un site de production d'électricité à partir de moteurs diesel, hein, pour pas les citer. Et on a traité pendant 6 mois à un an toutes les eaux de décontamination de cette centrale. Voilà. Après, tout ce qui est désamiantage et démolition, et puis enfin, en dernière phase, ou en parallèle, toutes les opérations de reconstruction, depuis le dimensionnement des reprises en suivre, le renforcement des structures, jusqu'à la nouvelle construction en clos couvert, et puis derrière, tout ce qui est pilotage de tout corps d'État, TCE, jusqu'au réseau Airlick et tout ce que voilà. Hello. Next, s'il vous plaît.
Alors, comment on fait cette première étape de diagnostic? Par des outils innovants et des outils rustiques aussi, hein, parce qu'il faut bien le dire, mais il y a toujours des outils rustiques, hein. Il y a rien n'est meilleur que l'homme avec un grand H et les yeux pour observer et pour comprendre, parce que c'est très félin quand on fait une reconnaissance. On va dupliquer cette reconnaissance bipède, entre guillemets, hein, avec des moyens innovants. Donc, on vient de faire l'acquisition, donc on avait 3 ou 4 scans Faro qui étaient en position stationnaire. Et là, depuis 4 mois, on vient de s'équiper d'un exosquelette, d'un scan LIDAR, donc qui vaut 80 000 euros quand même, hein, et qui nous permet en fait, pourquoi on a pris un exosquelette comme ça, c'est que ces scans-là, je viens de vous citer, nécessiter des points de mesure stationnaires. Ça veut dire qu'il faut se déplacer et attendre 3 4 minutes pour faire à chaque fois le scan de la zone. Je vous rappelle que c'est pour faire modéliser une zone fortement dégradée. Qui dit fortement dégradée dit exposition de nos salariés pendant cette analyse. Et au lieu de passer beaucoup de temps à déplacer des stations fixes, eh ben, on a opté pour ce nouvel équipement qui est un exosquelette et qui nous permet, en marchant, de tout modéliser. Donc, on a non seulement ça, un gain de temps, mais surtout, on minimise le risque vis-à-vis de celui ou celle qui fait ce travail-là. Donc après, bon, tout le monde a des drones, ça on n'a rien inventé de nouveau. Modélisation 3D, ce qui va nous permettre, les outils précédents vont nous permettre d'avoir les plans en 3D de la situation et en 2D, parce que systématiquement, quand c'est une zone fortement dégradée, on n'a rien. On arrive, on n'a pas de plan, on n'a rien du tout. Il n'y a pas d'électricité. Donc, il y a une notion d'autonomie qu'on doit avoir. Et ça, on l'a au travers de nos véhicules de projection, hein. Vous voyez un exemple de l'intérieur de nos véhicules. Donc, aujourd'hui, on en a 3 en France, dont un qui est, on doit être les seuls à avoir ça en Europe, puisqu'on l'a construit pour être projetable en Super Puma. Voilà. Et donc, il peut aller n'importe où, sur n'importe quel territoire. Après, s'il vous plaît. Oui, donc en fait, Béatrice. nos engagements, donc c'est de pouvoir, dans le cas d'une crise comme ça, c'est de pouvoir répondre très vite au téléphone par le biais d'un numéro d'urgence et d'un téléopérateur qui vous répond. Et après, donc on a un ingénieur de gestion de crise, hein, qui est notamment parmi ces 4 personnes que vous avez là, mais on a une équipe plus large qui est là justement pour activer cette cellule de crise et mettre en œuvre la visite de reconnaissance et réfléchir à tout ce qu'il faut derrière mettre en œuvre. Et donc, pendant ces 24 heures cruciales, cette cellule de crise s'active. Et aussi, et vraiment ce qui est important en Afrique, c'est que aujourd'hui, avec notre réseau d'experts, sur lequel aussi, avec qui on travaille depuis de manière beaucoup plus soutenue depuis 5 ans, mais d'autres avec qui on travaille depuis plus de 20 ans, hein. Je veux dire, les gens avec qui on travaille au Maroc, en Tunisie ou même au Bénin, c'est des gens avec qui on travaille depuis 10, 15, 20 ans ou plus. Et donc, ces gens qui sont sur place peuvent nous permettre d'intervenir pour la reconnaissance et en sachant travailler avec nous, hein, et en étant habitués à travailler avec nous, avec une confiance, euh, et donc intervenir très rapidement en Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter un peu dans notre mode de fonctionnement. Donc, Pierre, à toi la main à nouveau. Merci. Alors, après. Alors, on a essayé de vous présenter sommairement nos retours d'expérience en gestion de crise à l'international. Et cette nuage de points sur une map, j'aime bien parce que ça voit un peu l'étendue de nos missions depuis maintenant 23 ans. Donc, on va sauter, entre guillemets, sur tout type de sinistre, hein, depuis une inondation, un incendie, une explosion, un acte de malveillance, et essentiellement à chaque fois pour des groupes français qui ont des filiales à l'international. Voilà. Après, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter 2 rétex
qui sont assez singuliers. Celui-ci, c'est au Moyen-Orient, donc on est au Liban après la terrible explosion du port de Beyrouth en août 2020. On a une mission, on est complètement hors cadre assurantiel. Voilà. On est contacté directement par le donneur d'ordre qui avait son siège situé, vous voyez en haut à droite, son siège en haut à gauche, pardon, avec le petit rond là, qui était à 500 mètres de l'épicentre de l'explosion. Bon. On avait comme mission de, premièrement, réaliser le diagnostic structure de l'ensemble de cet ouvrage. Hein. Vous voyez, il était en structure, donc on était en poutre, poton, plancher, béton et un habillage en verre. Donc première phase de diagnostic, puis deuxième phase, de manière concomitante, mettre en sécurité et organiser tous les travaux de première urgence vis-à-vis de la protection des civils. Donc ces petites illustrations, ben, ça vous montre le chaos. J'ai bourlingué, hein, comme certains d'entre vous, dans plein de pays, dans plein de situations fortement dégradées, mais je n'ai jamais vu une crise aussi avec une telle ampleur en termes de rayonnement. Voilà. C'était une dead zone et je veux aussi attirer votre attention sur la force mentale qu'il faut avoir aussi avec nos équipes pour aller en zone dégradée où vous savez qu'il y a eu des victimes sur les lieux de nos investigations. Voilà. Donc on va être parachuté, on part à 4 donc pour cette première mission de diagnostic structure et là on va modéliser l'ensemble de l'ouvrage. Next, s'il vous plaît. Donc, vous voyez la rusticité, hein, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut avoir une organisation pour être projeté et puis pour déployer tout ce matériel. Je vous fais part des problématiques portuaires avec du matériel qu'on vient assez sensible et pourquoi on vient là pour numériser en zone dégradée de tel équipement. Et ça fait partie aussi de tout le back-office qu'il y a derrière notre organisation, c'est que en face de ces équipes de projection, on a en back-office une équipe de 5 à 10 personnes qui prépare et qui gère toute la logistique, à la fois au niveau de la sécurité des femmes et des hommes, hein, dans ce genre de territoire, et puis le matériel, l'acheminement du matériel. Donc, vous pouvez voir rapidement qu'on va réaliser tout ce qui est la modélisation et le diagnostic structure. Et puis, en parallèle, on a monté une opération particulière, c'est que on avait un risque. Vous voyez sur la troisième image, là où il y avait la grue, là, on avait un rideau de verre avec des équipements qui faisaient à peu près des châssis fenêtres vitrées qui faisaient entre 400 et 600 kilos et qui menaçaient de s'effondrer sur les populations civiles qui passaient aux alentours. Donc, j'ai monté une opération particulière qui n'existe pas en fait, de mettre en sécurité ces verrières et notamment des superstructures qui étaient à 25 mètres de hauteur avec les forces armées françaises qui étaient détachées pour l'opération Amitié. Voilà. Donc les forces du génie civil de certains régiments. Par cet exemple, je veux vous montrer quelque part notre agilité. C'est-à-dire que il n'y a pas un opérateur dans le monde qui est capable de répondre dans toutes les crises de partout, avec tous les people disponibles et les moyens disponibles de partout. Ça n'existe pas. On a des opérateurs costauds qui sont organisés, hein, internationaux, hein, je les ai cités tout à l'heure, hein, et qui sont présents au webinaire. Mais par contre, d'avoir l'agilité, d'aller chercher les meilleurs capacitaires dans n'importe quel pays, ça, c'est vraiment une caractéristique de notre groupe. C'est-à-dire que être capable de conduire, là, dans ce cas-là, vous voyez, c'est des militaires. Hein. Donc, jusqu'à présent, Célian, il n'y a pas de militaire chez Célian. Hein. Donc, on n'a pas une division armée chez Célian. D'être capable de manager un projet avec les meilleurs capacitaires à cet endroit-là, c'est notre force. Et je vais vous montrer par la suite. Allez-y. Là, c'est un exemple
en Tunisie. Typiquement, sur cet exemple d'une usine de fabrication de cartes électroniques pour un groupe français qui est une très grosse usine, puisque le site fait à peu près de 10 000 mètres carrés, qui avait été touché par un incendie. Et quelque part un petit incendie en termes de dégâts, mais une Ouais. très grosse contamination de l'ensemble. Et ce projet, au départ, c'est un projet, comme il s'est fait, eh ben, c'est un coup de fil. La Ben, genèse, c'est quoi, ouais. Béatrice? Oui, donc ça, c'est un sinistre qui m'a été confié. Et en fait, je dirais qu'au départ, dans cette usine, bon, il y avait quoi, l'origine de l'incendie et les dégradations par l'incendie étaient assez faibles, mais la contamination par les suies était immense. Et, et les gens disaient, oui, mais bon, c'est pas très grave, on va démarrer, on va redémarrer dans 2 semaines. Et là, quand on s'est rendu compte quand même de la suie, là, c'était en plus l'avant-veille du Ramadan. On s'est rencontré avec l'assureur, Pierre, l'assureur et moi à Paris, et on s'est dit, faut y aller tout de suite. Et quand on y est allé, on s'est rendu compte que c'était un travail colossal et qu'il fallait vraiment mettre en place des choses, je veux dire, de la décontamination d'ampleur énorme, hein, vraiment, très rapidement. Voilà. Et, et en fait, les aspects sont parfois trompeurs, quoi, hein, mais le fait d'y aller tout de suite, et en plus, dans un contexte où le Ramadan allait commencer d'ici 48 heures, donc où les choses allaient forcément se figer en termes d'organisation. Donc là, en fait, l'intérêt d'y aller très, très vite, il est aussi lié au fait que ben, on va arriver, on va prendre de l'avance quoi, sur tout ce qu'il faut faire derrière. Exactement. Et c'est là où l'anticipation par la connaissance des équipes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les protagonistes hein, qui sont à la fois ben, l'assuré, le courtier, l'assureur, les experts et nous. Et c'est là où on va gagner énormément de temps par justement cette appréhension et le déclenchement opérationnel sur site. Donc, on part tous les deux en mission de reconnaissance. Hein. Et là, on avait des contraintes avec qui étaient, j'avais jamais vu ça, hein, des pénalités de retard avec ce montant-là. Euh, et on a une première mission donc de reconnaissance et de caractérisation des désordres. Et puis, deuxièmement, je vous en ai parlé, hein, c'est les mesures d'urgence et la stratégie de redémarrage. On peut y aller. Donc, on vous montre quelques détails de la quantité et de la nature des suies hein, qui avaient en fait recouvert cette partie d'usine. Elle faisait 8 000 mètres carrés. Il y avait 8 000 mètres carrés qui étaient peints du sol au plafond et du process en noir. Alors, si c'est peint, c'est pas bien grave, hein, mais là, en plus, c'était des suies qui étaient corrosives. Donc, on avait des équipements sensibles, hein, puisqu'on a des lignes de fabrication, d'assemblage des composants, des lignes CMS. On en avait beaucoup. Et donc, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est l'analyse de la situation. Donc, la cartographie était assez simple, c'était tout rouge. Hein. Bon, une fois qu'on a fait cette analyse, deux, c'est la compréhension de l'expression de besoin de l'exploitant. Et donc, l'exploitant, je lui ai dit, écoute, j'ai pas une baguette magique pour redémarrer tes 5 lignes de CMS en une semaine. Tu vas me donner 3 priorités. Priorité 1, qu'est-ce que tu dois redémarrer absolument? Et donc, comme ça, on a établi le plan strat de la stratégie de redémarrage et je lui ai proposé de redémarrer l'usine avec 50% de capacité. Et au lieu de faire des tunnels de confinement et que tout le reste en fait soit rouge, on fait l'inverse. On a ouvert à l'intérieur de l'usine une mini-usine réduite à 50% de capacité. Et donc, on s'est préoccupé uniquement de cette phase 1 du 50%. Allons-y. Donc, alors, vous voyez le schéma. Donc, moi, j'arrive. Hein, ça, c'est comme les crowbars de pompiers. Hein, donc, moi, je vais faire un petit crowbar. Et après, chez nous, ben, heureusement qu'on a des gens qui savent modéliser un peu mieux. Hein, parce que, voilà, c'est pour traduire derrière tous les confinements. On y va? Donc, on peut mettre ça, Annabelle. Donc vous avez à gauche la perspective. Et puis après, derrière, vas-y. Voilà. Donc ça, c'était les confinements qu'on a créés.
et la zone dégradée qui est à côté. Donc, typiquement, cette opération, comment on l'a réalisée? C'est bon, Naël, c'est bon. Comment on l'a réalisée? Eh bien, les capacitaires. On ne peut pas mobiliser 500 personnes comme ça en partant de France. C'est une aberration. On avait 200 personnes qui étaient sur place. Donc, on a utilisé 100 personnes de l'exploitant et puis 100 personnes qui étaient déjà des prestataires locaux, hein, qui pouvaient démarrer des phases de nettoyage, de construction d'ossature, parce que là, après, c'est le système, c'est l'agilité. Comment est-on capable de faire ces tunnels-là en un minimum de temps? Eh ben, le plus rapide, c'était quoi? On a des tasseaux, on a du bois, on a un charpentier, ben, on le fait avec le charpentier. Par contre, la spécificité de la décontamination, ben là, on va faire venir, dans ce cas-là, c'était de France et d'Europe aussi, hein, et pour pas le cacher, je vais citer nos concurrents et partenaires. On a fait intervenir des gens de chez Belfort, d'accord, qui sont venus de Roumanie, de France. On a fait intervenir des conducteurs de travaux de notre filiale Phoenix. Et puis, on a Il y avait pris, État neuf aussi. voilà, et puis on a pris aussi des opérateurs locaux. Donc on n'est pas dans cette vision monolithique en disant nous, le groupe Sylvian, on sait tout faire. Ce n'est pas vrai. On n'a pas la capacité. C'est pas vrai. Il n'y a personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a personne dans le monde qui a prétention de dire on n'est pas capable d'intervenir comme ça dans un claquement de doigts. Non. Par contre, cette force d'aller chercher la compétence à la fois locale et internationale, c'est le secret et le savoir-faire. Allons-y. Donc là, les différentes phases de construction et typiquement du matériel stratégique, de traitement d'air, eh ben, on l'a acheminé de France. Voilà. Donc pareil, notre équipe en back-office de log, hein, comment on envoie du matériel et des produits chimiques. Le cœur du sujet de la décontamination, c'est de disposer du matériel de décontamination et des produits chimiques. Et on le voit à chaque fois en Afrique, c'est ça, c'est le vrai sujet, c'est le vrai problème. Du Et matériel puis là, critique on comme avait autre. aussi, je voudrais rappeler, c'est qu'on avait aussi une usine sous douane, ce qui En plus, arrive. une contrainte sous Voilà. douane. Voilà. Donc là aussi, vous avez des contraintes logistiques qui sont encore plus Ouais. compliquées. Exactement. Donc là, avec nos équipes, on se pose, on dit, bon, mais comment on achemine? La solution la plus sécure, ben, c'est on parachute du matériel par avion. Bon, très bien. Sauf que avec les produits chimiques, vous voyez toutes les contraintes qu'il y a. Et ben moi, je prends deux gars de chez moi et je fais un plan B. Je dis, bon, on a ce plan A qui est la voie royale, entre guillemets, mais il va y avoir des problèmes de douane. Et j'ai dit, ben, je prends deux gars, j'ai dit, bon, on prend deux camions MTS, on charge le matériel, on prend un bateau et on y va. J'appelle le service des douanes et on fait le plan B par terrestre et voie maritime. Bon. Qu'est-ce qui a gagné à la fin? Ben, c'est l'équipe du plan B. C'est-à-dire que malgré non pas les 24 heures d'arrêt des douanes au port de la Goulette, ça a été 48 heures, donc ils ont pu apprécier le port de la Goulette hein, pendant 48 heures, mais 48 heures après, le matériel était présent sur site. Par l'avion, ça a mis 5 jours. Et ça, c'est une course contre la montre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, parce que on a des contraintes, on a parlé bien sûr de la protection des personnes. Une fois que c'est fait, après derrière, c'est perte d'exploitation, hein, l'image, Pénalité de retard. redémarrage, pénalité, voilà. Donc là, c'est marche avant, quoi, hein, c'est le chronomètre, quoi. Et quand on est sur des opérations où on va voir entre 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions de PE par jour, on n'est plus dans le même registre, quoi. Voilà. Allons-y. Ça, c'est pour vous donner ce qui est la transformation du site en moins de 15 jours. C'est-à-dire que là, on travaille H24. Hein, il y a en 3-8, on a des équipes qui fabriquent les confinements. On a des équipes qui décontaminent en même temps. Et 15 jours après, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est le collectif, hein, je vous l'ai dit, c'est pas ni MTS, ni Béatrice Ganduri, non, c'est tout ce collectif-là. Et c'est là le vrai sens de l'humanité, c'est-à-dire d'être en capacité de faire travailler des gens avec des cultures et des origines différentes qui convergent toutes vers un seul but, le sauvetage d'un outil de production ou le sauvetage d'un ouvrage d'art. Et ça, c'est extraordinaire. Vous embarquez les gens, c'est de l'énergie, c'est que de l'énergie positive. Et ce qui permet, dans ce contexte-là, eh ben, à l'assuré, de faire venir ses clients pour lui montrer que 15 jours après, malgré que toute la place savait dans l'électronique que ce site avait été incendié,
de rassurer en faisant venir leurs clients, dont il y avait des pénalités de 1500 euros la minute, en leur montrant, mais regardez, 15 jours après, on redémarre. Et ça, c'est un positionnement. On avait fait ce dossier-là avec un assureur qui commence par un A aussi. Donc, bon, il y en a quelques-uns, hein. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Quand on arrive, eh ben, un redémarrage en mode. Là, on était en mode dégradé. Après, j'étais relativement court, je suis content. Merci pour ces exemples très concrets d'intervention, Pierre. Nicolas, Alors, On vos enchaîne, Pierre. perspectives, Ouais, on enchaîne, Pierre, avec. vos Alors, par rapport à ce que perspectives. vous disiez, Pierre, tout à l'heure, et aux contraintes qui sont liées à la logistique lorsqu'on intervient de manière urgente, nous avons décidé de mettre en place des dépôts stratégiques de matériel et de produits aujourd'hui dans 3 pays, donc Maroc, Sénégal et Côte d'Ivoire. Nous avons déjà notre directeur de zone, Stéphane Corso, qui est basé à Dakar, qui a intégré la formation EMTS depuis maintenant 6 mois. Donc, il est allé suivre les équipes locales sur différents chantiers. Et il est rentré au Sénégal avec l'objectif de développer toutes les zones en regardant le matériel et les produits nécessaires pour intervenir en urgence disponibles sur place. Donc, nous sommes en train de monter des locaux dans lesquels nous aurons et du matériel et des produits. En plus des équipes. Pierre, en plus des équipes. Pierre, un petit complément sur ces projets, Nicolas, c'est simple. sur ce que ça peut apporter, sur ce que ça va apporter justement. Alors, nos forces et nos faiblesses. Nos faiblesses aujourd'hui, c'est que on ne dispose pas de ces entrepôts, d'accord? Donc ça nous impose d'avoir toujours un petit temps de retard, et ce qui nous implique de projeter du matériel. De l'autre côté, on ne peut pas imaginer d'avoir un dépôt dans tous les pays d'Afrique. C'est pas possible, quoi, hein. Parce que peut-être dans 20 ans, hein, quand on sera les leaders mondiaux, mais pour l'instant, c'est difficile. Donc, les hubs de dépôt sur 3 pays, c'est stratégique. Mais à chaque fois, on a vu que malgré l'implantation de ces dépôts-là, on va avoir des difficultés de frontières avec des pays limitrophes. Donc, indépendamment de ces dépôts, on s'organise avec 2 dépôts stratégiques en France, un à côté de l'aéroport de Marseille et un à Bordeaux, pour être en capacité de projeter du matériel de première nécessité, notamment en Europe et en Afrique. Voilà. Donc, Donc voilà les projets 2024. nous nous organisons pour faire face et répondre quelque part à une offre premium. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas répondre à 400 entreprises à l'international en même temps. Donc, la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui, c'est de dire que c'est du cousu main, sur mesure. C'est-à-dire que c'est de l'anticipation, c'est comment on travaille avec un grand compte en amont, dans la préparation. Parce que en gestion de crise, on est efficace par 3 choses. La préparation et la préparation. Et derrière, c'est là où on va être performant. Et donc, ces dépôts, eh ben, c'est pour anticiper et préparer. Voilà. J'espère qu'on a été Et clair. Merci je beaucoup. voudrais peut-être dire aussi, et le retour d'expérience, et excuse-moi de revenir un peu en arrière, Pierre, mais on a assez peu parlé euh, des interventions lors d'inondations. Et malgré tout, aujourd'hui, avec le changement climatique, même l'Afrique est confrontée à des inondations. Et est-ce que tu pourrais un petit peu juste nous en dire quelques mots? Parce que je pense que c'est un risque et des situations qui sont très complexes. Et, euh, et voilà. Alors, Béatrice, j'ai 2 exemples qui me reviennent. On va voyager, hein, Afrique du Sud, et puis on part en Asie, en Thaïlande. Donc, je fais un grand écart avec la Thaïlande. On est en 2015, il y a des terribles inondations. Et puis, on a un groupe français qui fabrique des produits laitiers et qui a subi inondation pendant 45 jours avec 2 mètres d'eau à l'intérieur de son process.
Donc là, on est vraiment en zone fortement dégradée. Ça, c'est le premier exemple. Et c'était encore un assureur qui commençait par un A à l'époque, et avec là, non pas un L, mais un X après. Et on était parti pour sauver cette usine. Deuxième sujet, on revient en Afrique, et en Afrique du Sud, ça date de l'année dernière, hein, 21. 21, où là, Stelian via Crawford, et c'est là la puissance de Crawford, hein, et de l'implantation je vous rappelle, dans 80 pays, hein, de Crawford sur la branche expertise, et la JV qui est entre nous. Béatrice nous appelle pour un dossier, l'équipe de Crawford aussi sur un autre, et simultanément, on va gérer deux dossiers. Donc, deux dossiers pour des groupes français, un qui est plus dans la chimie, hein, dans la production de produits chimiques pour une application spécifique. Et l'autre, c'était pour des voiles de parachute pour également des applications spécifiques pour des hommes verts qui voyagent par les airs. Voilà. Donc, deux typologies différentes. Dans le dossier avec Béatrice, eh ben, on s'est arrêté à l'évaluation des risques environnementaux. Voilà. Et c'est là aussi notre offre, hein, c'est que notre proposition, pardon, pas notre offre, notre moyen, en fait, quelque part, c'est que, eh ben, on est allumé à la pige, quoi. Pierre, il faut faire une évaluation des risques environnementaux. Eh ben, on s'est arrêté là. Par contre, sur l'autre dossier qui était sur la ville de Durban, eh ben, on a projeté à la fois du matériel, parce que quand il y a une catnat, quel que soit l'assuré, ben, il pense qu'en claquant les doigts, il va avoir tous les matériels qu'il a normalement. Et on l'a vu par la crise du Covid, hein. Les gants, il n'y avait même plus de gants, quoi. Hein, il n'y a même plus de masques, il n'y avait plus rien. Ben là, c'est pareil. Dans une situation de crise à fort enjeu d'une catastrophe naturelle qui va impacter une région, un pays, eh ben, L'environnement, ouais. voilà, on n'a plus rien, en fait. Ce qui est le matériel classique, euh, je vais vous dire par là, hein, des airless, des Graco pour pulvériser les produits de décontamination, des Karcher, eh ben, on l'a même plus. On n'a plus rien parce que tous les plus gros faiseurs viennent les prendre. Et puis, on a plus de matériel disponible, de capacitaire. La gestion de crise, c'est quels sont les capacitaires? Eh ben là, on a affrété du matériel depuis la France. On a utilisé les ressources locales, puis projection de conducteurs de travaux et du matériel spécifique. Donc, l'éclairage, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut tout toucher. Ça veut dire que incendie, inondation, tremblement de terre, explosion, tous les risques, crise sanitaire. Là, il y a 2 mois, on a traité un problème de traitement d'eau potable dans le sud. Alors on appelle Pierre les bons tuyaux. Pierre, c'était capable. C'est toujours. Alors la gestion de crise, c'est toujours un vendredi soir, un samedi ou un dimanche, hein. C'est jamais en semaine où on est tranquille comme là aujourd'hui. Là, on est tranquillement dans son petit fauteuil. Tiens, on peut tout prendre. Non, c'est un vendredi soir ou quand il y a plus personne. Tiens, Pierre, tu serais nous monter une unité de traitement d'eau en urgence là parce qu'on n'arrive pas à traiter 300 mètres cubes par heure, hein, d'eau potable. On a un problème avec un parasite unicellulaire. Je regarde ce que j'ai en magasin. Je rappelle, non, je peux traiter que 10 mètres cubes. Mais par contre, je prends le challenge. Je vais trouver en France, en Europe, je vais tenter. Rappelez-vous toujours, la gestion de crise, c'est de tenter, hein. Je vais tenter de trouver une solution pour répondre à ce besoin. Eh ben, une semaine après, on a construit un conteneur, on l'a déplacé, on a trouvé le matériel et on l'a mis et le process marchait. Ça, on est dans la gestion de crise opérationnelle. Et c'était quoi? De la crise sanitaire sur l'eau potable. Voilà, j'espère Merci Pierre. que le spectre Merci beaucoup. était clair. Et en tout cas, maintenant, nous sommes à l'écoute de vos questions et des échanges. Voilà. Bien, écoute, merci à tous. Par rapport justement à votre périmètre d'intervention, ça rejoint peut-être un peu ce que tu décrivais, hein, Pierre, à savoir si vous intervenez pardon, sur tout le périmètre Afrique, pays anglophones et francophones compris, et peut-être en parallèle une question qui peut rejoindre. Il y a une question sur votre partenariat au Mali, à savoir est-ce que vous avez des experts partenaires au Mali? Oui. Si oui, oui, sinon, est-ce que vous avez l'intention d'en avoir? Et puis, si vous ne couvrez pas le Mali, on est toujours dans ce périmètre d'intervention, à partir de quel pays d'Afrique de l'Ouest vous intervenez précisément?
Bon, Alors, Nicolas, c'est à toi. ouais, je commence à répondre. Alors, le Mali, oui, on est installé au Mali, on a nos experts et en fait, c'est même plus fort que ça, c'est qu'actuellement, nous sommes en train de traiter deux gros dossiers au Mali. Alors, je crois, je ne sais pas s'il est encore présent, mais il y a nos partenaires de chez Sanlam, mais je crois qu'il y a Hakim qui est là. Je lui passe le bonjour et je le remercie de s'être connecté. Cette qualité. Donc, nous traitons effectivement deux gros dossiers au Mali sur une mine où il y a eu, suite aux inondations, il y a eu un mur sur 110 mètres de hauteur qui s'est effondré, qui a enseveli des machines et des hommes. Donc là, on est sur le dossier actuellement et nous sommes également sur une centrale photovoltaïque où il y a eu des attentats et sur lequel que nous traitons. Donc oui, nous sommes présents au Mali, nous sommes présents au Niger. Nous traitons actuellement un dossier au Niger. Nous sommes présents au Burkina Faso. Je pense que la question n'était pas innocente parce que c'est des zones qui sont très compliquées d'accès. Encore plus pour des Français. Bon, là, on est dans un webinaire qui se passe en France, donc pour des cabinets français, c'est très compliqué d'être présent. Et lorsque l'on a commencé notre partenariat, on n'avait pas envisagé que les zones allaient devenir si compliquées. Mais aujourd'hui, ça nous permet d'intervenir dans des zones ultra compliquées en très peu de temps. Et c'est ce qui nous permet aussi, pour la gestion de crise, de permettre aux équipes de MTS d'avoir une vision quand il y a une gestion de crise à traiter, d'avoir une vision immédiate parce que on peut, même si derrière il ne va pas y avoir d'action qui en découle. Et c'est un peu la problématique que l'on avait traitée au départ avec nos partenaires, avec les compagnies d'assurance, les assureurs et les courtiers, c'est de savoir comment peut-on intervenir très rapidement sans avoir la certitude qu'il y a un gros enjeu derrière. Et c'était le souci parce que ça peut coûter beaucoup d'argent d'envoyer quelqu'un pour aller vérifier un risque et puis se rendre compte au bout du constat, une fois qu'il a fait son visa, qu'il a fait Le 24 temps heures du de visa, le temps du déplacement, visa. le temps de visa, le temps de tout ça, au bout d'une semaine, 10 jours, arriver sur place en se disant bah, finalement on pensait que c'était un gros sinistre et puis c'est pas grand-chose et ça coûte quand même de l'argent. Aujourd'hui, on répond à cette problématique en ayant quelqu'un qui intervient tout de suite et qui tout de suite va donner l'enjeu des dommages. Et ça rejoint un peu ce que disait Béatrice tout à l'heure, quand en Tunisie, les gens sur place se disaient bah, c'est pas si important que ça. Et en fait, en ayant notre vision, on s'est rendu compte que immédiatement, il fallait déclencher, même si on avait l'impression que c'était quelque chose de pas important, il fallait déclencher une action urgente. Donc oui, je réponds, voilà pour le Mali. Après, il y avait la Le question Maroc, donc, qui était posée sur. Oui, vas-y, excuse-moi. Alors, donc pour la zone d'intervention, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre notre capacité d'intervention en tant que Stellian sur 25 pays, avec nos 9 hubs sur 25 pays, on a effectivement, avec Crawford, la capacité d'intervenir sur l'ensemble de l'Afrique, donc l'Afrique de l'Est. Je voyais la question où nous parlait francophone-anglophone, on intervient sur de l'anglophone et du francophone. Et pour préciser aussi, donc, quand on parlait en présentation de l'ensemble de nos activités, dont l'expertise préalable et dont les visites de risque. Aujourd'hui, on réalise pour, pareil, d'autres partenaires assureurs des visites de risque, que ce soit en Afrique anglophone et en Afrique francophone. Donc, c'est la réalité. Et Pierre intervient avec les équipes MTS en Afrique francophone, en Afrique anglophone. Il y avait une petite question aussi sur le Maroc. non, alors au préalable, hein, c'était pendant vos présentations. La question c'était de comment organiser la prise de connaissance préalable. Alors, si je peux intervenir, Liane. Ouais. Euh, je vous ai rappelé tout à l'heure dans le contexte dans lequel nous intervenions. Systématiquement, jusqu'à présent, c'était pour des grands comptes français qui ont leur filiale à l'international et en Afrique. Donc, on connaît le site parce qu'on est déjà intervenu sur ce site-là. On a la connaissance préalable, mais c'est très rare, ça nous arrive, mais c'est très rare. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des interventions. Et la plupart du temps, eh ben, c'est soit par un contact avec les risk managers, et c'est dans l'analyse de la situation, hein. C'est-à-dire que task force, on va, dans ce cas-là, c'est task force tout de suite en visio ou en présentiel au head office, hein, et puis derrière, projection. Donc, on l'a pas. La prise de connaissance, au départ, on l'a pas. On l'organise. On l'organise par cette task force. Et justement, le fait d'avoir des experts sur place en Afrique très rapidement et qui nous font une reconnaissance, plus aujourd'hui tous les outils de visio pour pouvoir faire un débrief et des gens qui savent travailler avec nous,
Ça fait que, je veux dire, on a maintenant une capacité de prise de la mesure de l'ampleur du sinistre et de ce qu'on met en place qui est plus efficace, hein. Et à chaque fois, chaque situation, on part d'une page blanche, hein. Et c'est comme ça qu'on est bon, hein. Donc, c'est Mais moi, collègue d'information. Donc, ça, c'est la reco. En fait, ouais. la prise de connaissance préalable, c'est post-sinistre, quoi. Et comment on a la situation avant sinistre. Mhm. Et c'est là où il y a toutes nos experts, pardon, notre partie de prévention. Et c'est ce qu'on est en train de développer avec les jumeaux numériques, en fait, c'est anticiper. Donc là, on est dans l'anticipation et la prévention, c'est de disposer d'un jumeau numérique de l'état de l'ouvrage, de l'usine, avant sinistre, Ok. modélisé. Et après, derrière, alors là, il y a des personnes qui le font, mais où est stockée la data? Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements qui le permettent de faire ça avec des clouds qui sont essentiellement aux US ou en Chine. Notre savoir-faire, c'est la protection des données. Parce que si vous avez lu un peu et écouté ce que je vous ai dit, on intervient sur des sites stratégiques. Donc là, on vous a monté deux, trois, d'accord, mais parce qu'il y en a bien d'autres, on ne peut pas citer. Vous imaginez bien qu'un opérateur d'importance vitale ou un site qui répond à des besoins de la DGA ou des forces armées, ou un usine, elle n'a pas envie que ces datas numérisées, de son jumeau numérisé, se baladent quelque part dans un cloud américain ou chinois. Donc, on va faire aussi ce travail-là en prévention et en anticipation pour avoir la connaissance. Et c'est ce qu'on organise pour quelques grands comptes, où on est dans la préparation et l'anticipation. Voilà, Yann. Ok, merci. Je pense que ça rejoint peut-être la question que j'ai sur en quoi la qualité du risk management peut impacter la gestion d'une crise, d'un sinistre, surtout par rapport au délai de redémarrage de PU. Alors, je Est-ce... pense que c'est très important. La qualité du risk management, c'est super important parce que euh, ce sont des acteurs qui, chez l'assuré, aux côtés du directeur d'usine, ou etc., qui nous aident et qui connaissent le contrat d'assurance et qui nous aident à aussi donner les priorités. D'accord? Donc, c'est évident que d'abord, la qualité du risk management, ça veut dire que si c'est une bonne revue des risques et aussi d'avoir des risques qui sont bien couverts, où il n'y a pas de problème de limite, etc. Donc, si, et puis, il y a toute l'anticipation par rapport à où est-ce qu'on implante les Les lieux de sites. production, etc., hein, par rapport aujourd'hui au risque climatique, c'est très important. Donc, Ok, merci. Une autre question aussi, à savoir si vous êtes intervenu au Maroc. Alors, je n'ai pas la précision, mais je suppose que c'est lié au tremblement de terre. Et savoir si la reconstruction doit, doit être différente et plus solide. Nicolas? Alors, ouais, alors oui, le Maroc, on est sur beaucoup de dossiers en ce moment. Alors, beaucoup de poteaux pour les opérateurs téléphoniques qui ont bougé sur une chaîne de grands hôtels dans la région de Marrakech. Maintenant, à savoir si la qualité de construction doit être remis en cause. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui connaît bien le Maroc, mais le niveau de construction au Maroc est exceptionnel, hein. Aujourd'hui, on est sur des normes internationales, donc je pense qu'il y a pas de souci à ce niveau-là. La région qui avait été touchée, effectivement, c'est une région éloignée de Marrakech et Dans avec l'Atlas? des vieux bâtiments. Ouais, dans l'Atlas, avec des vieux bâtiments. Est-ce que ça doit être remis en cause? C'est pas à nous de le dire. Mhm. Mais non, non, en tout cas, oui, on intervient au Maroc et on est implanté au Maroc, hein. On n'intervient pas que dans le cadre du tremblement de terre. On a des dossiers tous les jours, hein, sur le Maroc. Très Il y a bien. Donc voilà, quelqu'un il y a quelqu'un qui ça postule chez nous, répond à c'est la ça? question. Il y a Landry qui postule chez nous, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Landry demande s'il y a des offres. Bien sûr, on recrute. On recrute des gens qui ont l'expérience ou même des gens qui sont volontaires et
des femmes et des hommes qui n'ont pas peur d'être projetés n'importe où dans le monde. Voilà. D'autres questions, Viviane? Alors, j'ai des questions. Ah, bah, j'ai notre ami Francis du club qui demande alors, une question sur vos actionnaires en demandant qui sont vos actionnaires Crawford 601 Alors, et, et, et en quoi consiste votre offre dans le domaine de prévention, notamment son étendue, dommages, RC, environnement et transport. Alors, alors notre relation avec Crawford, c'est un double partenariat. Il y a pas Il n'y a pas d'actionnariat. d'actionnariat croisé. Hein, et donc c'est un double contrat qui dure depuis début 2011, quoi. Voilà. Hein, voilà. Et les actionnaires du groupe Stellian sont d'autres actionnaires, hein, le groupe Naxical. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, pardon, Bruno. Non, je complétais ce que disait Béatrice. Il n'y a pas que Naxicap, Ouais. mais un panel de nombreux experts qui fait partie des actionnaires. Tout à fait. Cher Bruno, pas que des experts, à moins que je sois Il n'y a pas des experts, non, 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 voilà, pas que des experts. Hein. pas que des experts, évidemment. Il y a les petites gens de l'ingénierie aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que j'ai. J'espère que je n'ai oublié personne. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dans le domaine de la prévention. Ah oui. Et ben, ça, c'est aussi les expertises préalables. Peut-être que Ouais, Nicolas, tu peux en ouais, parler? c'est pour moi, oui. Alors, j'ai pas, ouais, par contre, j'arrive Alors, pas à bien lire la question. C'était le quoi la domaine, question? C'était quel est le. le domaine de la prévention est une donnée capitale aujourd'hui pour les assureurs. Le groupe Sanlam Alliance est sensible à ce phénomène, autant pour la souscription des affaires que pour le renouvellement. Du coup, que proposez-vous? Alors, c'est un domaine sur lequel nous travaillons énormément là depuis 2 ans. C'est les visites de risque et les évaluations de capitaux assurables. Alors, nous développons ça à travers nos partenaires, justement, qui nous permettent d'intervenir parce que il faut aussi, à chaque fois qu'on fait une prestation, il faut que le côté économique soit respecté parce que si on travaille avec des coûts qui n'ont aucun rapport avec le marché, ça devient compliqué. Donc, ça nous permet, avec nos partenaires locaux, qui deviennent des inspecteurs de sites, d'aller faire les premières visites d'inspection de visites de risque et avec notre directeur technique en amont, d'analyser tout ça et de faire des rapports. Et aujourd'hui, sur la visite de risque, ça fait partie des activités comme la gestion de crise qui sont des points que l'on développe énormément sur l'Afrique. Donc oui, c'est un point important. Merci. Je pense que ça répond. Je ne sais pas si ça. Hakim, si ça répond à votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, c'était très, très, très instructif. Merci pour pour vos interventions et puis pour vos retours d'expérience qui sont très, très enrichissants. À tous, je ne sais pas si vous voulez peut-être un petit mot de conclusion, si vous voulez terminer par un petit mot. Ben, remercier le club Franco-Risque pour Ouais. cet accueil. Ah, puis Remercier tous les plaisir, participants beaucoup de plaisir. parce qu'il y a Oui, énormément de participants, on a un nombre des gens record de. Mm. des gens que l'on connaît, des gens que l'on connaît moins, euh, et de nous permettre de nous exprimer sur des sujets qui nous passionnent. Je pense que Ouais. vous avez pu constater que nous étions passionnés. Et comme le Oui. disait Pierre au départ, on a 100 ans d'expérience à nous quatre, mais 100 ans de passion. 100 ans de passion. Voilà. On se porte plutôt bien pour 100 ans, je Ouais, trouve. ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai, on est très impliqués, la qualité du travail ensemble et puis de se sentir utile, tout simplement. Quoi, je veux dire, Dans, je pense que c'est ça aussi qui nous fait avancer. Hein. dans le milieu de la gestion de crise, on nous appelle la team Jeanne Calment. Je ne savais pas. Hein. Voilà. Alors, nous C'est un avons une plaisir, c'est problématique. un plaisir. Ah, j'ai une question qui est Ouais. arrivée. Ouais. Tu voulais la lire, Béatrice?
Non, non, j'arrive pas à la lire. Ouais. Alors, Moi non plus. nous avons une problématique. Alors, Lydia Bellage, nous avons une problématique avec certains assureurs qui effectuent cette visite de risque préalable avant de prendre le risque, puis nous opposent des clauses d'exclusion. Avez-vous des méthodes d'évaluation justement de cette prise de risque? Oui, alors oui, nous avons des méthodes d'évaluation. Nous sommes justement mandatés par les compagnies d'assurance pour faire ces visites de risque qui la plupart du temps est à leur charge. Et nous avons mis, alors je ne peux pas le citer, mais c'est un très 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 gros groupe africain. Nous avons mis en place justement les visites de risque pour l'ensemble de ces sites, ces 80 sites répartis sur l'Afrique, avec un scoring et des recommandations. Alors ce qui change aujourd'hui, effectivement, le problème des visites de risque, c'est quand l'assuré voit l'assureur débarquer chez lui pour faire une inspection et regarder tout ce qui ne va pas, il fait toute une liste de recommandations. La plupart du temps, c'est pas forcément, enfin, l'assureur va mandater un cabinet externe, que ce soit Stellion ou un autre. Enfin, d'ailleurs, c'est pas Stellion, c'est Equest, ou un autre qui va intervenir et faire ses recommandations. Et une fois que vous avez ces recommandations, bah, l'assureur va se servir de ces recommandations pour faire des exclusions sur sa police. La méthode qui est mise en place aujourd'hui avec les assurés et avec les assureurs, c'est de mettre en place un suivi de ces recommandations pour éviter d'avoir des exclusions. Donc, l'assureur, en fait, va prendre conscience des recommandations et il va donner à l'assuré une année pour mettre en place les recommandations qui sont urgentes et nous demande de suivre la mise en place de ces recommandations. Donc, je pense que ça, c'est un process qui est en train de changer par rapport à la question de. Alors, j'ai pas noté la personne qui posait la question, mais c'est Lydia, quelque chose qui est en train, mais Lydia c'est quelque Bellage. chose qui est en train de changer l'on peut et effectivement Lydia Bellage peut nous contacter pour qu'on en parle de manière un peu plus concrète. Mais c'est quelque chose, effectivement, c'est un point très important. Merci Nicolas. Voilà. Je ne sais pas si alors d'autres questions. Beaucoup de remerciements. Ben, nous aussi. Euh, Nous aussi. Vous avez beaucoup de remerciements. Merci Oui, beaucoup. c'est enrichissant. Je pense qu'on pourrait rester plus d'une heure et demie très, très facilement à Mmh. échanger sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Une toute petite dernière question qui vient d'entrer. Avez-vous des contacts en Algérie? Oui, alors c'est une de nos premières implantations en Algérie. Eh ben voilà. On a une base très forte et on intervient de manière quasi systématique. Enfin, on a des sinistres tous les jours en Algérie avec les assureurs locaux. Donc l'Algérie, c'est quand même assez particulier parce que ça sort de la zone CIMA et on n'est pas face aux assureurs qu'on a l'habitude de rencontrer comme Sanlam, Sounou, Activa, tout ça. Donc, c'est vraiment les assureurs locaux. On intervient régulièrement et on intervient aussi pour les réassureurs. Donc, des grands groupes internationaux qui sont couverts localement par un assureur local, mais derrière, il y a un réassureur. Donc, oui. Alors, et je confirme aussi intervention en Mauritanie exactement aussi. Donc, Très bien. oui, l'Algérie, on est très présent. Et on a des équipes, on a 6 personnes en permanence. Ouais. Et oui, il y a peut-être quelque chose, on dit on a des experts locaux et tout ça, mais il y a vraiment, et c'est vrai que depuis 5 ans, moi ça fait donc plus de 12 ans que je suis dans le groupe Célian, mais le fait d'avoir vraiment investi sur cette manière de traiter les sinistres en Afrique, c'est aussi lié au fait que il y a, je veux dire, un socle, quoi, je veux dire, il y a le socle assurantiel local, des assureurs, des réassureurs. Donc, c'est très spécifique, d'où l'intérêt de bien fonctionner localement. Quoi, je veux dire, parce qu'on ne peut pas, je veux dire, depuis 10 ans, on ne fait plus la même chose. Euh, on ne va pas tout systématiquement combler avec une police master. Et donc, le fait de vraiment être intervenant local est particulièrement important en assurance en Afrique. Hein. Et je me permets de rajouter aussi une petite précision parce qu'en fait, c'est tellement évident qu'on n'en a même pas parlé. Oui, c'est ce C'est que que. la grosse différence aussi, c'est que tous nos partenaires sont agréés localement. Et ça, c'est une spécificité africaine. Autant en France, vous n'avez pas d'agrément ministériel pour être expert. Autant en Afrique, pour être expert dans son pays, il faut avoir un agrément ministériel et un agrément de l'ordre des experts. Et si vous faites, et vous ne pouvez pas intervenir si vous n'avez pas cet agrément-là. Et aujourd'hui, le fait d'avoir nos partenaires qui sont tous agréés, permet d'intervenir et en cas de litige, d'avoir une expertise qui soit agréée par les tribunaux.
Ça, c'est un point très important aussi. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà, Écoutez, je pense qu'on a répondu à je tout, hein. pense... Oui, 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 oui. Merci encore, merci beaucoup. Prochaine On session mettra... en présentiel. Ah ben, ça serait super. Eh ben, On peut... par contre, Viviane, il faudra réserver le Zénith, hein. Mais oui, facile. Ouais, tu J'ai disais que tu étais humble, c'est ça? j'ai quelques contacts. La team Jeanne Calment. J'ai Allez, quelques merci Voilà. contacts, beaucoup. Pierre, ça pourrait le faire. Merci à vous. Merci à À vous. bientôt et à votre Je- disposition. Voilà, Bye et bye. rediffusion du webinaire et de la présentation quand elle sera révisée des contacts par vous pour que vous puissiez revenir sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, que je me ferai un plaisir de transmettre à toute l'équipe, à tout le groupe. Lydia, j'ai vu, Lydia est intéressée par vos contacts. Voilà. Et, encore une fois, je vous remercie. Je donne rendez-vous pour le club avec son partenaire Ascomin le mois prochain, donc en novembre, pour un webinaire sur la sécurisation des placements. Et puis, quoi vous dire d'autre que restons en contact. Et puis, bien, à bientôt. À bientôt. À Merci très Ok, bientôt. Viviane. Bye bye, merci. Viviane. Bientôt. Tous. Merci à Au revoir. tous. Merci Merci. beaucoup. Très, Merci très bonne beaucoup. journée. Merci. Merci, au revoir.